Bienvenue pour la dernière partie de 3 types de feux. À nouveau, n'oubliez pas d'avoir votre papier et votre bic à côté de vous parce que je vais poser des questions. En fait, je vais commencer avec quelques questions. Nous avons vu 2 grands changements au niveau du comportement du feu par rapport au passé. Est-ce que vous pouvez me dire lesquels? Donc, comme on a dit, le premier grand changement, c'était le fait qu'on a changé tous les matériaux naturels par des plastiques. La conséquence de ça sur le comportement du feu, c'est que le feu est devenu vachement plus violent, il est devenu vachement plus vite. Est-ce qu'on peut y coller une chiffre? Oui, le feu est devenu 10 fois plus vite. Si on avait un 2 chevaux avant, maintenant on est dans un Ferrari. Donc, c'est devenu aussi plus dangereux. 30 minutes pour avoir un flash-over avant, 2 à 4 minutes maintenant. C'est clair qu'il y a des tactiques dans le passé, comme par exemple d'abord les sauvetages, ensuite l'incendie, sont plus possibles. Dans un délai d'une demi-heure, c'était possible d'entrer dans les pièces et de trouver les gens en détresse et de les sortir et par la suite éteindre le feu, ce qui n'est plus le cas maintenant parce qu'on n'a que 2 à 4 minutes, ce qui est trop court. Le deuxième très grand changement, c'est remplacer le simple vitrage par de double vitrage et maintenant triple vitrage. C'est beaucoup plus fermé, le feu ne sait plus se auto-ventiler. Avant, le feu il pétait le simple vitrage, ce qui est facile à faire pour un incendie, et il créait de la ventilation lui-même. Tandis que maintenant, ce n'est plus possible. Le feu reste fermé, il consomme l'oxygène disponible et du coup, on arrive à un feu sous-ventilé. Donc, c'est aussi un problème qui n'existait pas. Maintenant, il y a un troisième changement. À part double, triple vitrage, à part plus d'isolation, une couche d'isolation plus épaisse, il y a encore un changement qui s'est installé, disons dans les dernières 2 décennies, les derniers 20 ans. On a commencé à construire beaucoup plus étanche à l'air. Donc, ça veut dire que l'échange des gaz avec l'extérieur est beaucoup moins possible. En fait, dans certaines maisons ou bâtiments modernes, ils vont faire ce qu'ils appellent en anglais un blower door test. Donc ça se voit ici sur la photo, ils vont fermer la porte, laissant de la place pour un ventilateur qui va souffler, qui va créer une certaine surpression dans la pièce et ils vont mesurer combien d'air passe via les fuites vers l'extérieur. Et ça va résulter dans une valeur. Et donc, les architectes et les compagnies de construction, ils vont essayer d'avoir ces chiffres le plus bas que possible. Du coup, les bâtiments deviennent très étanches à l'air. Pourquoi ça aurait un impact sur le comportement du feu? Est-ce que vous pouvez une fois réfléchir? Si l'étanchéité à l'air est très grande, est-ce que ça change le comportement du feu? Et si oui, comment?
Maintenant, ça devient un peu plus difficile, mais le feu crée de la chaleur, ça on sait tout. Des gaz qui chauffent, ils veulent s'étendre. Il y a une expansion qui va s'installer. Maintenant, si l'expansion n'est pas possible, alors on va créer de la pression. Regardez ces deux diagrammes. Le diagramme en haut, c'est un diagramme en température d'une expérience. Donc, on voit sur le diagramme qu'il y a un pic en température presque vers 1000 degrés Celsius au plafond, au-dessus du foyer. C'est vraiment très très chaud. Au moment que le feu arrive au point FCVC, et ensuite la puissance va s'écrouler et les températures vont suivre. Le diagramme en dessous, c'est l'évolution de pression en pascal. Et on voit que à la température pic, plus ou moins, c'est 150 pascal un pic. Quand les températures s'écroulent, la pression suit, parce que la pression est la résultante de la température. La température fait gonfler les gaz. Si ce n'est pas possible, elle crée de la pression. Si la température disparaît, alors la pression va disparaître aussi. Elle va même créer, dans ce cas-ci, une sous-pression. C'est ça que vous avez vu dans la vidéo FCVC point. Il y a une surpression et les gaz sont poussés vers l'extérieur. Et à un certain moment, ça change et on ne voit plus rien. Il y a une aspiration d'air, mais l'air est transparent et on ne peut pas le voir. Le pascal, c'est l'unité de pression et je me rends compte que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose d'abstract. C'est quoi un pascal? C'est un newton par mètre carré. Ça n'aide pas vraiment la plupart d'entre vous. Une image que vous pouvez utiliser, si vous prenez un papier et vous le mettez sur la table, la pression que le papier exerce sur la table, c'est plus ou moins 1 pascal. Si vous couperez la forme de votre main dans votre papier et vous mettrez la pièce de papier sur votre main, ce que vous sentez, c'est plus ou moins 1 pascal. Donc, c'est une unité faible. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo d'une université qui a fait de la recherche vers l'impact de la surpression sur l'incendie. Regardons, je vais démarrer la vidéo. Donc, c'est un bâtiment des années 70 en Finlande. Donc, ils ont vidé l'appartement, ils ont mis un bac pour des liquides flammables. C'était à peu près 50-60 mètres carrés. Les fenêtres étaient renouvelées récemment. Donc, un petit appartement, mais quand même, il y en a beaucoup comme ça en Belgique. Ils ont mesuré plein de trucs. En fait, ils ont vérifié 3 différentes situations. Je vais arrêter la vidéo ici. Donc, vous voyez ici une buse de ventilation. Donc, la première situation, c'est qu'ils avaient cette buse ouverte, ce qui n'est pas la réalité. En Belgique, on a des fermetures, ils appellent ça normal valves. Ça, c'est la situation 2, la situation normale en Belgique dans un appartement normal. Et pour simuler une étanchéité à l'air très grande, ils les ont fermés comme ça. Ils appellent ça closed ducts. Donc, 3 situations. La buse grande ouverte, c'est quoi ça, 25 cm en ordre de grandeur. Deuxième situation, la fermeture normale là-dessus. Troisième situation, fermée avec duct tape, comme ici. Regardons qu'est-ce que ça donne. Ils ont fait ce blower door test pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau de fuite. Ouais. Donc ça amène à un chiffre, c'est pas très important pour nous autres.
Mais regardons les tests. Donc, ils ont pris 3 litres de heptane. Vous voyez le récipient qu'ils utilisent, c'est pas beaucoup, hein. C'est très peu. Donc, c'est des feux contrôlés par le combustible. Il a foutu le feu. Regardez la montée en puissance pour les 3 situations. Vous regardez que c'est semblable. Ici, ils arrivent avec ça à peu près 700 kW. C'est un petit feu, c'est contrôlé par la ventilation. Du coup, c'est plus ou moins la même chose pour température. Température au plafond, température au milieu. Donc, au niveau de puissance, température, il n'y a pas d'impact. C'est contrôlé par le combustible, c'est logique. Maintenant, la pression, regardons. Là, on voit une différence claire, hein. Même ouverte, c'est 400 pascal, quoi, 300 pascal. Une phase de sous-pression en fin. Donc, en général, 3 à 900 pascal, 100, 200 pascal serait suffisant pour plus ouvrir une porte. C'est quand même grand, quoi. C'était très court, 1 minute, mais ça dépend du combustible. Donc après 3 minutes, il n'y avait plus de combustible et le feu s'arrêtait. Maintenant, ils ont foutu le feu à une matrasse, un matelas. Donc ils l'ont mis vertical, qui est un peu différent que ce qu'on voit. Ils ont foutu le feu. Ça va générer un feu plus grand, mais regardez qu'est-ce qui se passe avec le pompier qui veut quitter. Il n'arrive plus à sortir. Il est coincé en fait. Et le délai entre le feu et celui qui ne pouvait pas sortir, c'est très court. Ses collègues essayent de l'aider. Dès qu'on a une petite ouverture, la surpression tombe et ils peuvent quitter et refermer la porte. Maintenant, ils ont une armoire où ils mettent de la mousse polyuréthane en feu. Regardez la pression ici qui monte, plus que 1000 pascal. Regardez la fenêtre ici qui sera sans doute double, voire triple vitrage. Donc, en fait, c'est tout le fenêtre qui est poussé. Ce n'est pas d'abord le vitrage qui casse, c'est tout l'élément de construction qui est poussé vers l'extérieur et qui casse, qui ne subit pas la surpression. Ils avaient une surpression de 1600 pascal. Ça compare plus ou moins à 160 kg par mètre carré. Maintenant, il ne s'agit que d'une campagne d'expérience. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus. Il faudra évaluer si ça va se confirmer. Mais néanmoins, ça pourrait être un très grand changement pour nous. On pourrait arriver à une situation où il n'y a rien à signaler. On arrive au lieu de l'incendie, RAS, et c'est normal parce que le feu, il ne montre rien, tout est bien fermé. Et on monte pour inspecter, peut-être sans moyen d'extinction. Pendant que on monte, ça pète et on arrive à un feu pleinement développé. Parce qu'il y a un très grand trou dans la façade, il n'y aura plus de surpression et on pourra ouvrir facilement la porte pour tomber dans un feu pleinement développé. Donc, c'est un changement à suivre. Donc, ça, c'était 3 changements qui ont mené à 2 types de feux, chacun avec leurs problèmes. On a vu jusqu'à maintenant 2 types de feux et 3 changements, 3 grands changements. Maintenant, on va regarder le 3e type de feu et sa méthode de travail. Donc, jusqu'à maintenant, on a discuté des feux où c'était le contenu, le mobilier, tous les objets qui se trouvent dans la pièce qui brûlaient. C'était le contenu. Ça s'appelle la contents fire, un feu de contenu en anglais. Ce qui est aussi possible, c'est que la construction même brûle. Donc, les premiers 2 types, c'est le contenu qui brûle. Le 3e type, c'est la construction même qui brûle. Donc, en français, ça s'appelle peut-être un feu de construction. Donc ici,
on a une situation où on a un toit plat et ils vont construire un toit en pente en dessus. Ce qu'on a ici, c'est des planches en bois, donc c'est combustible, ça ne sera pas utilisé, donc c'est difficilement accessible. On a de l'air, on a du combustible, peut-être on va créer des ouvertures pour y installer des spots. Ça veut dire qu'on a aussi une source d'ignition. On a de l'air, on a du combustible, on a une source d'ignition, tout ensemble, et c'est difficilement joignable. Si ça commence à cramer là-dedans, ça sera difficile d'éteindre ce feu ou d'éviter beaucoup de dégâts. Autre possibilité, c'est des panneaux sandwich. Souvent, c'est deux plaques de métal ondulées, ou avec une certaine forme, avec de la mousse entre les deux, qui est isolant, mais qui est aussi combustible. Ici, on a une situation avec un petit feu, c'est encore sur un chantier. Il y a un petit feu là quelque part, et il y a des difficultés à combattre. C'est difficile, quoi. Et qu'est-ce que les collègues font? Ils enlèvent les plaques à l'extérieur pour trouver le foyer pour mettre de l'eau dessus. Ce qui nous amène à la situation suivante. En fait, ils courent derrière le feu. Parce que si on enlève les plaques, il y a plus d'air qui rentre. Ça veut dire que le feu qui manque de l'oxygène, en fait, parce que c'est dans un volume fermé, il a plus de l'air. Ça veut dire qu'il va grandir. Donc, le plus qu'on fait des ouvertures, le plus le feu va grandir. Néanmoins, ça reste un petit feu qui produit principalement de la fumée. Donc, ça devient très difficile à gérer. Il y a plein de fumées qui se produisent, qui vont dans tous les sens. Cette fumée est chaude, donc peut créer des problèmes ailleurs. Donc, s'ils continuent à enlever des plaques, ils ne sont pas efficaces. L'eau n'arrive pas où le feu est là à ce moment-là. Et donc, ça arrive à une situation où ils endurent à ne pas perdre tout le bâtiment. L'approche classique de mettre de l'eau où est le feu avec nos lances ne fonctionne pas. Maintenant, quelle est l'approche qu'il faut adopter face à un problème pareil? Comment on va gérer une situation pareille? Prenez votre note-bloc et essayez de mettre quelques éléments sur papier. Donc, l'approche à un feu pareil, en fait, la question qu'on doit se poser, d'où vient l'air? L'air est la réponse à notre problème. Il faut en fait essayer de stabiliser la situation sans qu'il y ait de l'air frais qui rentre. Il faut essayer d'avoir de l'eau sur place sans qu'il y ait de l'air frais qui rentre. On a une situation pareille à Bruxelles, dans un bâtiment élevé où la façade brûlait ou avait brûlé. Et donc, ce qu'on a utilisé dans la façade, c'est des foreuses et des piercing nozzles pour appliquer de l'eau. Donc, ce que vous voyez ici, c'est on a quelqu'un ici qui a appliqué une foreuse pour faire un trou. Et ensuite, maintenant, on applique de l'eau là-dedans. Un petit débit, très localisé. Avec la caméra thermique, il faut essayer d'estimer où se trouve le point chaud. Et ici, on voit des ouvertures dans la maçonnerie et on voit que de l'eau sort. C'est un système qui coûte du temps. Ça prend du temps pour gérer ça. Mais tant que la structure reste fermée, on pratique une forme d'anti-ventilation.
et le feu n'a pas la possibilité de propager beaucoup. Et donc l'idée c'est de créer des points de l'eau avec piercing nozzle plus foreuse ou avec le Cobra où on sait faire le trou et refroidir au même moment. Donc en faisant cela, on peut stabiliser la situation et c'est comment qu'on est sûr que la situation est éteinte et froide qu'on va enlever, qu'on va ouvrir pour être sûr que c'est éteint, pour vérifier, pour faire les réparations nécessaires. Donc, on a vu 3 types de feux. On a vu le feu ventilé, qui peut être dans sa phase de développement ou qui peut être pleinement développé. On a vu le feu sous-ventilé. On a vu les feux de construction. Chacun de ces feux demande une approche différente. De temps en temps, des outils différents, des compétences différentes. C'est pour ça que c'est important qu'on a suffisamment de pratique. Actuellement, on est en train d'étudier de la théorie, ce qui est aussi important, mais on ne sait pas apprendre à nager dans un livre, ni en regardant une vidéo. Donc, il faut suffisamment de pratique pour maîtriser toutes ces compétences. Et là, il y a quelques questions. Est-ce que nous sommes tous formés assez pour combattre ces 3 types de feux? Est-ce qu'on a assez d'entraînement? Parce qu'on peut apprendre quelque chose, ensuite plus le pratiquer pendant quelques années. Est-ce qu'on sera encore capable d'appliquer ce qu'on a appris il y a 5 ans au moment qu'on en a besoin? Souvent, la réponse est non. Il faut suffisamment de pratique pour entretenir les compétences. Est-ce qu'on a tout le matos qu'il nous faut pour attaquer et gérer ces 3 types d'incendies? C'est des questions que je pose. Il faut qu'on en réfléchisse tous ensemble. Peut-être on peut développer d'autres tactiques qui sont encore plus efficaces. Certains de ces types de feux sont relativement récents. Par exemple, le problème de la surpression, c'est quelque chose qui va venir à l'avenir, peut-être un avenir proche. Mais donc, il faut qu'on se prépare. Et je vais finir avec un cartoon de Paul Coombs qui est très connu aux États-Unis. C'est un pompier qui fait des cartoons, il en a fait plein. Et celui-là est un que j'aime bien. On est prêt pour quoi? Pour les feux du passé, avec nos tactiques, nos techniques, notre matériel? Ou est-ce qu'on se prépare pour les feux du futur, où on a des combustibles qui ont changé, les maisons qui ont changé à plusieurs reprises et où on se trouve dans un monde où ça continue à changer. On n'a pas encore mentionné les batteries Tesla qu'ils installent maintenant dans les maisons pour connecter les panneaux PV. Ça continuera à changer et nous, étant pompiers, on doit être prêts à ces changements, on doit être prêts pour faire face à tous ces challenges pour la population qu'on protège, mais aussi pour nous-mêmes et nos familles, parce qu'on doit le faire en sécurité. Un grand merci pour avoir regardé ces 3 vidéos.